Ma femme m'a jeté son alliance en pleine figure en hurlant « Ce soir, je suis célibataire », avant de disparaître pour la nuit. Je l'ai prise au mot. Dès le lendemain matin, j'ai déposé une demande de divorce. Elle a lancé son alliance contre ma poitrine et m'a dit qu'elle n'était pas ma femme ce soir-là. Je suis resté planté là, dans notre appartement d'Adams Morgan, à regarder l'anneau d'or rebondir sur le parquet, et j'ai senti quelque chose se figer complètement en moi. Elle a attrapé son sac à main, a claqué la porte, et j'ai entendu l'écho de ses talons dans le couloir, comme si elle marchait vers la liberté. La plupart des hommes auraient paniqué, auraient inondé son téléphone d'appels, ou auraient passé la nuit à l'attendre, en espérant qu'elle reviendrait en s'excusant. Moi? J'ai ramassé l'alliance, je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine sous la lumière du plafonnier, et j'ai pris 3 photos sous des angles différents. Ensuite, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon téléphone et je l'ai nommé « Preuve ». Parce qu'il y a une chose qu'on ne vous dit jamais sur le mariage. Au moment où quelqu'un jette le symbole de votre engagement et annonce qu'il est célibataire, il vient de vous offrir l'affaire sur un plateau d'argent. J'avais 29 ans. Nous étions mariés depuis 4 ans et je pensais savoir à quoi ressemblait la stabilité. Nous nous étions rencontrés à l'université quand nous étions jeunes, et nous vivions la vie typique de jeunes professionnels, avec l'appartement aux murs de briques apparentes et la routine du marché fermier du dimanche. Je travaillais comme chef de projet pour une entreprise technologique. Elle était dans le marketing pour une start-up du centre-ville. Nous avions la vie qui semblait parfaite sur Instagram, soirée pâte, dimanche podcast, le genre de relation où vos amis commentent, goal. Mais environ 8 semaines avant cette nuit-là, les choses ont commencé à changer d'une manière que je ne pouvais pas vraiment identifier. Elle sortait plus souvent, toujours avec ses collègues, et rentrait systématiquement après minuit, sentant l'alcool et l'odeur d'un bar bondé. Je ne suis pas du genre jaloux. Je ne l'ai jamais été, donc je n'en ai pas fait toute une histoire. Quand je lui demandais comment s'était passée sa soirée, elle me donnait des réponses brèves et filait directement sous la douche. Soudain, son téléphone avait un code que je ne connaissais pas. Elle supprimait des fils de messages juste devant moi, sans même essayer de le cacher. Je me disais que c'était une phase, qu'elle avait peut-être besoin d'espace, que le mariage a ses saisons et que celle-ci était juste un peu difficile. En y repensant aujourd'hui, je me demande combien de signaux d'alarme il faut voir avant d'arrêter de se trouver des excuses. J'avais tort. Ce vendredi soir-là, j'ai préparé le dîner comme d'habitude. Pâtes à la carbonara, pain à l'ail, la totale. 19 heures passées, sans aucun texto. 20 heures. Arrivé et reparti, sans rien. J'ai mangé seul, mis son assiette au réfrigérateur et je me suis assis pour regarder quelque chose de stupide sur Netflix. Elle est rentrée à 21h12. Et je connais l'heure exacte parce que j'ai regardé ma montre quand j'ai entendu la porte. Elle ne titubait pas. Elle était complètement sobre. Et c'est ce qui m'a fait peur. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger, comme un type avec qui elle était forcée de vivre. Je lui ai demandé si elle voulait que je réchauffe son assiette, et elle a ri. Pas un rire joyeux, un rire sec. J'ai 27 ans, et je vis comme si j'en avais 40, a-t-elle dit en jetant son sac sur le canapé. J'en ai marre de jouer à la famille idéale. J'en ai marre de prétendre que ça me suffit. J'en ai marre que tu agisses comme si nous étions la petite unité parfaite alors que j'ai l'impression de disparaître. Je suis resté calme. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Je lui ai dit que nous pouvions parler de ce qu'elle ressentait. Elle m'a coupé la parole et a dit qu'il n'y avait rien à discuter, qu'elle ne voulait pas d'une autre de ces conversations raisonnables où je réparais tout avec ma logique. Puis elle l'a fait. Elle a arraché son alliance, l'a tenue entre nous comme si c'était la preuve d'un crime que j'avais commis, et a prononcé ces mots que je n'oublierai jamais. Cette bague est le symbole de ma disparition. Elle l'a jetée violemment contre ma poitrine. Elle m'a heurté et est tombée. Et le son qu'elle a fait en touchant le sol a été la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue. Ce soir, je suis célibataire, a-t-elle dit en reprenant son sac, me disant de ne pas l'attendre, de ne pas appeler, de ne rien faire. Et elle est partie. Je suis resté là pendant peut-être 10 minutes, à fixer la porte. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de tristesse. Je ressentais une étrange clarté, comme si quelqu'un venait d'allumer toutes les lumières dans une pièce sombre. Elle venait de me dire, devant Dieu dans notre appartement et de sa propre volonté, qu'elle se considérait comme célibataire. Pas séparée, pas ayant besoin d'espace. Célibataire. J'ai ramassé l'alliance et,
au lieu de la ranger dans un endroit sentimental, je l'ai posée sur le comptoir comme une pièce à conviction sur une scène de crime. Puis j'ai fait ce que tout homme avec un demi-cerveau ferait en 2024. J'ai commencé à tout documenter. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai tapé la chronologie, son heure d'arrivée, ses mots exacts du mieux que je pouvais m'en souvenir, le fait qu'elle ait jeté l'alliance, le fait qu'elle soit partie après s'être déclarée célibataire. J'ai vérifié notre forfait téléphonique. J'ai activé les autorisations d'enregistrement d'appel pour mon état et je me suis assuré que ma sauvegarde sur le cloud était active. Puis j'ai essayé de l'appeler, tombant directement sur sa messagerie vocale. J'ai attendu 25 minutes et j'ai réessayé. Messagerie vocale. À la 5e tentative, vers 21h30, elle a décroché. Je pouvais tout entendre, les basses qui martelaient, les gens qui criaient par-dessus la musique en arrière-plan. Elle a crié pour me demander ce que je voulais, et je lui ai demandé où elle était et si elle était en sécurité. Elle a ri, disant qu'elle s'amusait lors d'une soirée, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Puis elle m'a répété qu'elle n'était pas ma femme ce soir-là, qu'elle était libre de faire ce qui lui plaisait, et elle a raccroché. J'ai sauvegardé le journal d'appel. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai téléchargé sur le cloud. Puis je me suis assis sur le canapé et j'ai juste respiré. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas une mauvaise passe. C'était une décision unilatérale de faire exploser notre mariage. Et elle l'avait documenté elle-même. Vers 22h15, mon téléphone a vibré. C'était une photo. Elle était sur un bar en rooftop, assise avec des gens que je n'avais jamais vus, souriant avec un verre à la main. La légende disait, « Je parie que tu aimerais être plus amusant ». J'ai fixé cette photo pendant un long moment, non pas parce que ça faisait mal. Enfin, si, un peu, mais parce que j'ai réalisé qu'elle venait de me donner tout ce dont j'avais besoin. J'ai fait des captures d'écran, je les ai sauvegardées à 3 endroits différents et j'ai créé un dossier de mai avec les eurodatages. Je n'ai pas répondu à la photo. Je n'ai pas réagi. Je ne lui ai rien donné qu'elle pourrait utiliser plus tard. Je l'ai simplement sauvegardée. À 23h, j'étais assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, à la recherche d'avocats spécialisés en divorce à décès. J'en ai trouvé un qui avait d'excellentes critiques, spécialisé dans les cas très conflictuels, et connu pour agir rapidement. À 23h58, j'ai appelé sa ligne d'urgence. Il a décroché à la 3e sonnerie, l'air bien réveillé, et je lui ai donné la version la plus courte possible. Je lui ai dit que ma femme m'avait jeté son alliance, s'était déclarée célibataire, était partie, m'avait envoyé une photo la montrant en sortie, et avait dit qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait. J'ai expliqué que j'avais des enregistrements, des captures d'écran et des eurodatages pour tout. Il y a eu un silence. Puis il a dit quelque chose qui a détendu tout mon corps, elle vient de vous donner toute l'affaire sur un plateau. Il m'a dit de ne rien supprimer, de ne pas la contacter à moins qu'elle ne le fasse en premier, et de le retrouver à son bureau le lundi matin à 8h. J'ai raccroché et j'ai réalisé que je n'avais plus peur. J'en avais juste fini. Elle pensait que c'était une punition. Elle pensait qu'elle pouvait sortir, vivre son fantasme de célibataire, puis rentrer à la maison et me trouver là, attendant comme un enfant réprimandé, prêt à m'excuser d'être ennuyeux. Mais au moment où elle repasserait cette porte, le processus serait déjà enclenché. Je suis allé me coucher cette nuit-là et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait en 2 mois, car pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement ce que je faisais. Elle est rentrée le dimanche matin, s'attendant à avoir une conversation, mais la machine était déjà en marche. J'ai entendu sa clé dans la serrure vers 10h30. J'ai entendu son sac tomber dans le couloir. J'ai entendu ses pas ralentir quand elle m'a vu assis à la table de la cuisine avec un café et mon ordinateur. Elle avait l'air en piteux état, le mascara coulé, les cheveux en désordre, portant la même robe que vendredi soir. Elle a essayé de sourire, ce petit sourire désolé, comme si nous venions d'avoir une dispute stupide à propos de la vaisselle. Elle a demandé si nous pouvions parler, d'une toute petite voix prudente. Je l'ai regardée et je lui ai dit de vérifier ses emails. Son visage s'est figé de confusion. Puis elle a sorti son téléphone et j'ai regardé son expression changer tandis qu'elle faisait défiler l'écran. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est ouverte, et elle m'a regardé comme si je venais de mettre le feu à l'appartement. Elle a levé son téléphone, demandant ce que c'était que ce bordel, disant que je demandais le divorce. J'ai pris une gorgée de café et je lui ai rappelé qu'elle m'avait jeté son alliance et m'avait dit qu'elle était célibataire, que je l'avais simplement prise au mot.
Elle a commencé à faire les 100 pas, les mains tremblantes, disant que ce n'était qu'une nuit, qu'elle était en colère et ne le pensait pas comme ça. Je suis resté calme et j'ai souligné qu'elle m'avait envoyé une photo la montrant en sortie avec d'autres, avec une légende se moquant de moi, qu'elle m'avait dit sur une ligne enregistrée qu'elle était libre de faire ce qui lui plaisait. Elle a cessé de faire les 100 pas et sa voix est devenue tranchante, me demandant si je l'avais enregistrée, me traitant de maniaque du contrôle, disant que c'était exactement pour ça qu'elle avait besoin d'espace. J'ai secoué la tête et expliqué qu'il y avait une différence entre documenter et contrôler. Elle a essayé une approche différente, s'asseyant en face de moi, essayant de me prendre la main. Je l'ai retirée. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur, qu'elle se sentait piégée et avait craqué, mais qu'elle m'aimait et ne voulait pas de ça. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et je n'ai absolument rien ressenti. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas craqué. Elle avait fait une série de choix. Jeter son alliance, se déclarer célibataire, sortir, m'envoyer la preuve. Elle pleurait plus fort maintenant, demandant si une seule mauvaise nuit signifiait que je jetais 4 ans de relation, demandant si je ne voulais même pas essayer. Je me suis levé. J'ai versé le reste de mon café dans l'évier et je lui ai demandé, qui a jeté l'alliance ? Le samedi matin à 8 heures, j'avais rencontré l'avocat. Son nom était Michael Hargrove, la cinquantaine. Costume impeccable. Le genre de type qui annule ses projets du week-end parce qu'il sait reconnaître l'urgence quand il l'entend. Je lui avais tout montré. Les photos de l'alliance sur le sol, les eurodatages, l'enregistrement de l'appel, le texto avec la photo, ses mots exacts. Il avait tout étalé sur son bureau comme s'il préparait un dossier pour un procès, ce qui, je suppose, était le cas. Il m'a dit que c'était des preuves solides, tapotant la photo qu'elle m'avait envoyée, expliquant qu'elle s'était déclarée célibataire et avait documenté son propre comportement, le tout par écrit. Il m'a interrogé sur nos biens, et je lui ai tout détaillé. Le bail de l'appartement était à mon nom. J'avais payé la caution en totalité et toutes les factures depuis le premier jour. Nos comptes bancaires étaient joints, mais j'avais été le principal soutien de famille. Elle gagnait environ 60% de mon salaire. Pas d'enfants, pas de biens partagés à part les meubles et les trucs habituels d'un couple marié. Il a hoché la tête, a pris des notes et m'a dit que nous aurions la requête prête à être déposée électroniquement dès le lundi matin, qu'il fallait prendre de l'avance avant qu'elle ait le temps de préparer une stratégie. Tout le travail de fond avait été fait le samedi après-midi. Je ressentais un calme étrange, comme si je faisais enfin quelque chose au lieu de simplement subir ce qu'elle me jetait à la figure. Le dimanche après-midi, après son retour, après qu'elle ait pleuré, crié et tout essayé, je lui ai exposé la réalité. Le bail de l'appartement était à mon nom et elle devait faire ses valises. Elle m'a regardé comme si je parlais une autre langue, me demandant où elle était censée aller. J'ai haussé les épaules et je lui ai rappelé qu'elle voulait son indépendance, qu'elle voulait être célibataire. Elle a essayé de protester, a dit qu'elle avait des droits, que je ne pouvais pas la forcer à partir. J'ai affiché le bail sur mon ordinateur. Je lui ai montré mon nom. Je lui ai montré la preuve que j'avais payé chaque caution, chaque abonnement, tout. Je lui ai dit qu'elle pouvait aller chez ses amis, chez sa sœur, qu'elle pouvait se débrouiller. Mais elle ne restait pas ici. Elle m'a traité de tous les noms, m'a dit que j'étais cruel, que je la punissais, que je n'étais pas l'homme qu'elle avait épousé. Je suis resté là, à attendre qu'elle soit à court de mots. Puis j'ai dit la chose à laquelle je pensais depuis vendredi soir, l'homme que tu as épousé t'aurait attendu, t'aurait pardonné. Il t'aurait laissé lui marcher dessus. Mais cet homme n'existe plus. Elle a fait 2 valises, pleurant tout le temps, claquant les tiroirs et marmonnant que j'allais le regretter. J'ai changé le code de la porte à la seconde où elle est partie. J'ai envoyé un email au gérant de l'immeuble pour l'informer de la situation, et j'ai passé le reste du dimanche à décrocher nos photos de mariage. Chaque cadre, chaque photo de nous souriant sur une plage ou à une fête avec des amis, je les ai emballées dans une boîte et je les mises dans le placard de rangement. L'appartement semblait plus grand sans elle, plus propre, comme si je pouvais enfin respirer. Le lundi matin, Michael Hargrove a déposé la requête par voie électronique auprès du système judiciaire de décès. Le lundi après-midi, elle était officiellement dans le système. Et le mercredi matin, les papiers lui ont été signifiés à son bureau. Je le sais parce que sa sœur m'a appelé en hurlant à ce sujet, criant à quel point c'était humiliant de se faire signifier les papiers au travail. J'ai gardé une voix neutre et je lui ai dit de dire à ma femme de contacter mon avocat. Puis j'ai raccroché. J'ai bloqué sa sœur, bloqué sa mère,
bloqué tout le monde de son côté dont je savais qu'il lancerait la campagne de culpabilisation. Mon téléphone a explosé pendant 1 heure. Des textos de numéros que je ne reconnaissais pas. Des gens me disant que je faisais une énorme erreur, que j'agissais de manière impulsive, que le mariage est basé sur le pardon. Je les ai absolument tous supprimés. Avez-vous déjà remarqué comment les gens qui n'ont jamais été dans votre situation ont toujours les opinions les plus tranchées sur ce que vous devriez faire? Vers 16 h ce mercredi-là, elle s'est présentée dans le hall de mon immeuble. Le gars de l'accueil m'a appelé pour me demander si je voulais qu'il la fasse monter. J'ai dit non et je lui ai dit de lui faire savoir que je n'étais pas disponible, mais je suis descendu quand même parce que je savais qu'elle ne partirait pas avant d'avoir dit ce qu'elle était venue dire. Elle se tenait près des ascenseurs et avait clairement fait un effort. Cheveux coiffés, maquillage parfait, portant la robe que j'avais toujours dit que j'aimais. Elle m'a vu et tout son visage s'est illuminé, comme si ça allait marcher. Elle s'est avancée vers moi et m'a supplié de lui accorder juste 5 minutes. J'ai croisé les bras et je lui ai dit de dire ce qu'elle avait à dire. Elle a pris une profonde inspiration et j'ai pu la voir essayer d'organiser ses pensées, d'essayer de trouver les mots exacts qui me feraient craquer. Elle a dit qu'elle avait été horrible, qu'elle le savait et ne le niait pas, mais que c'était une seule nuit de mauvais jugement et que j'étais prêt à tout jeter. Je n'ai pas bronché et je lui ai dit que ce n'était pas une nuit, que c'était 8 semaines de distance, de messages supprimés, de nuits blanches, puis une nuit où elle avait officialisé les choses. Elle a de nouveau tendu la main vers la mienne. J'ai reculé d'un pas. Elle a dit qu'elle avait peur. Peur de me perdre. Peur d'être seule. Peur d'avoir détruit la meilleure chose de sa vie. Et cette fois, les larmes étaient bien réelles. Je l'ai regardée et pendant 1 seconde, j'ai presque ressenti quelque chose, presque. Tu ne peux pas dégoupiller une grenade et ensuite demander à en recoller les morceaux, lui ai-je dit. Elle sanglotait maintenant, demandant si c'était tout. Si 4 ans s'envolaient comme ça. J'ai hoché la tête et confirmé que c'était, comme ça. Je suis remonté et elle ne m'a pas suivi. Je l'ai observée depuis ma fenêtre alors qu'elle restait dans le hall pendant encore 10 minutes. Puis elle est finalement sortie dans la rue et est montée dans un Uber. Mon téléphone a vibré une dernière fois, un texto d'elle disant que j'allais le regretter. Je l'ai supprimé, j'ai bloqué son numéro et je me suis assis sur mon canapé. L'appartement était silencieux, complètement silencieux, et pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas étouffant. Je me sentais chez moi. Le jeudi, j'ai reçu un appel de Michael Hargrove m'informant qu'elle avait engagé un avocat et qu'elle demandait une pension alimentaire ainsi que la moitié de la valeur de l'appartement. Cela ne m'a pas surpris, et je lui ai demandé si elle pouvait vraiment l'obtenir. Il a ri et a dit qu'elle pouvait toujours demander, mais que nous avions la preuve de son abandon du domicile conjugal, sa déclaration d'être célibataire, et le fait que le bail était à mon nom avec la preuve de ma contribution financière exclusive. Il m'a dit que nous avions une audience préliminaire dans 6 semaines et que je devais me préparer à ce qu'elles viennent jouer les victimes. Je lui ai dit que j'étais prêt, parce que je l'étais. Elle pensait qu'elle pouvait faire exploser notre mariage un vendredi, faire la fête tout le week-end, puis revenir en me flattant avec des larmes et des excuses pour que je cède. Mais elle avait oublié une chose. Je suis le genre de type qui documente tout. L'audience préliminaire était fixée à un jeudi matin, 6 semaines après que Michael Hargrove ait déposé le dossier. Je me suis présenté en costume, Michael Hargrove à mes côtés avec un dossier plein de preuves imprimées, car il disait que les juges aiment toujours le papier. Elle est entrée avec 10 minutes de retard, accompagnée de son avocat, un type d'une trentaine d'années qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Elle était habillée de manière conservatrice, maquillage minimal, cheveux tirés en arrière, l'esthétique parfaite d'une épouse lésée. Nous nous sommes assis de part et d'autre de la salle d'audience. Elle ne m'a pas regardé, se contentant de murmurer à son avocat et d'éponger ses yeux avec un mouchoir. La juge était une femme stricte d'une 50aine d'années, et elle a expédié les préliminaires. Son avocat s'est levé le premier et m'a dépeint comme froid et impulsif. Il a dit que j'avais demandé le divorce après une seule dispute, que j'avais demandé à ma femme de partir sans endroit où aller, que j'avais refusé toute tentative de réconciliation. Il a raconté l'histoire comme si j'étais celui qui l'avait abandonné et non l'inverse. Puis Michael Hargrove s'est levé et a étalé les preuves comme on abat des cartes sur une table. Il a montré les photos de l'alliance sur le sol, a fait jouer l'enregistrement de son appel téléphonique depuis le bar où elle se déclarait célibataire, et a montré le texto avec la photo d'elle en sortie avec d'autres et la légende moqueuse. Son avocat a tenté de s'opposer, affirmant que l'enregistrement avait été obtenu sans consentement,
mais Michael Hargrove avait déjà vérifié la loi de décès sur le consentement unilatéral. La juge a longuement regardé la photo, puis a regardé ma femme avant de lui demander directement si c'était elle qui avait envoyé ce message. Ma femme a hoché la tête d'une voix à peine audible et a dit oui, mais qu'elle était contrariée et en colère et ne le pensait pas. La juge a demandé ce qu'elle voulait dire alors en annonçant à son mari qu'elle était célibataire et en sortant. Ma femme a commencé à pleurer. Elle a dit qu'elle s'était sentie étouffée dans le mariage, qu'elle avait eu besoin d'espace et avait fait une terrible erreur. La juge n'avait pas l'air compatissante. Elle avait juste l'air fatiguée. Elle m'a demandé si j'avais l'intention de me réconcilier. J'ai répondu, non, une fois que la confiance est brisée de cette manière, elle ne peut être réparée. La juge a rendu des ordonnances provisoires. Je gardais l'appartement. Les comptes joints étaient gelés en attendant la division des biens. Pas de pension alimentaire jusqu'à l'audience finale, et nous étions tous les deux tenus d'assister à une séance de médiation avant tout procès. L'avocat de ma femme a tenté de plaider pour une aide temporaire, affirmant qu'elle n'avait nulle part où vivre. Michael Hargrove a rétorqué qu'elle avait volontairement quitté le domicile conjugal après s'être déclarée célibataire et qu'elle avait de la famille dans la région. La juge a statué en notre faveur. À l'extérieur de la salle d'audience, ma femme a essayé de m'approcher. Michael Hargrove s'est interposé et lui a rappelé que toute communication devait passer par les avocats. Elle m'a regardé par-dessus son épaule, les yeux rouges, et m'a demandé si je ne ressentais vraiment rien. Je n'ai pas répondu. Je suis juste parti. La semaine suivante, elle a lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Subtile au début, des publications sur le chagrin, sur le fait d'avoir été prise au dépourvu, sur les gens qui montrent leur vrai visage. Ses amis ont inondé les commentaires de soutien, me traitant de tous les noms imaginables. Je n'ai pas répondu. Je ne suis pas entré dans son jeu. J'ai juste pris des captures d'écran de tout et les ai envoyées à Michael Hargrove au cas où elles seraient utiles. Mes amis m'ont contacté pour me demander ce qui s'était vraiment passé et je leur ai donné la version courte. Elle a jeté son alliance, s'est déclarée célibataire et est sortie, m'a envoyé la preuve et j'ai demandé le divorce. La plupart d'entre eux n'ont pas été surpris. Quelques-uns avaient remarqué les changements en elle au cours des mois précédents. La façon dont elle s'isolait au fait ou passait tout son temps sur son téléphone. Un de mes amis m'a dit qu'il l'avait vue dans un bar quelques semaines avant l'incident, agissant de manière très amicale avec quelqu'un d'autre alors que j'étais censé être à la maison à travailler tard. J'aurais aimé qu'il me le dise à l'époque, mais je comprends pourquoi il ne l'a pas fait. Personne ne veut être le messager dans ce genre de situation. La séance de médiation était prévue 3 semaines après l'audience, un lundi après-midi dans une salle de conférence du centre-ville. Il y avait moi, Michael Hargrove, elle, son avocat, et une médiatrice qui avait l'air de faire ça depuis des décennies. La médiatrice a expliqué le processus, disant que c'était notre chance de résoudre les choses sans aller au procès, que ce serait moins cher et plus rapide pour nous deux. L'avocat de ma femme a commencé avec ses exigences. Elle voulait la moitié de la plus-value de l'appartement depuis notre mariage. Elle voulait la moitié des contributions à mon compte de retraite pendant le mariage et elle voulait que je couvre ses frais de déménagement et son premier mois de loyer ailleurs. Michael Hargrove a contre-attaqué avec mon offre. Je lui donnerais un versement unique de 15 000 $, ce qui correspondait à peu près à ses contributions financières à nos dépenses communes pendant le mariage, en échange de quoi elle renoncerait à tout le reste sans autre réclamation. Son avocat a qualifié l'offre d'inadéquate. Michael Hargrove a souligné qu'elle avait abandonné le mariage, qu'elle n'avait aucun droit légal sur une propriété que j'avais louée avant le mariage et que son comportement était minutieusement documenté. La médiatrice a demandé si nous pouvions faire une pause et l'avocat de ma femme l'a emmené dans le couloir. Michael Hargrove m'a dit de tenir bon, qu'il bluffait, qu'il savait qu'il n'avait pas beaucoup de levier. Quand ils sont revenus, ma femme a demandé si elle pouvait me parler directement. La médiatrice a dit que c'était autorisé si les deux avocats étaient d'accord. Michael Hargrove m'a regardé. J'ai hoché la tête et il a dit « d'accord ». Son avocat avait l'air agacé mais n'a pas objecté. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table et sa voix tremblait. « Y a-t-il une chance ?» a-t-elle demandé. La moindre chance que nous puissions réparer ça. Je savais que ça allait arriver. Je m'y étais préparé, mais l'entendre le dire pour de vrai était quand même étrange. Je l'ai regardé, cette personne avec qui j'avais passé 4 ans, avec qui j'avais planifié un avenir, et j'avais l'impression de regarder une étrangère. Non, ai-je dit, et ma voix était stable. Elle a fermé les yeux comme si je l'avais frappée, et quand elle les a rouverts,
ils étaient remplis de colère au lieu de tristesse. « Je te déteste », a-t-elle dit assez fort pour que la médiatrice se tortille mal à l'aise sur sa chaise, me disant qu'elle me détestait d'avoir abandonné, d'être si froid, de ne même pas essayer. Je n'ai pas réagi. Je suis resté assis, attendant qu'elle finisse. D'accord, ai-je dit. Ça facilite les choses. Son avocat a posé une main sur son bras, lui a murmuré quelque chose, et elle s'est affalée sur son siège, respirant lourdement. La médiatrice a demandé si nous avions besoin d'une autre pause, mais j'ai dit non. Je voulais en finir. L'avocat de ma femme a consulté avec elle pendant quelques minutes, puis est revenu avec une contre-offre, $25 000, et je couvre ses frais d'avocat. Michael Hargrove m'a regardé. J'ai secoué la tête. Nous nous étions déjà mis d'accord sur notre maximum, et c'était au-dessus. Michael Hargrove leur a dit que l'offre était de $15 000. C'était à prendre ou à laisser, et s'ils voulaient aller au procès, nous serions ravis de laisser un juge voir toutes les preuves en audience publique. Ça a attiré leur attention. Son avocat a demandé un moment, a de nouveau emmené ma femme dehors, et quand ils sont revenus, elle avait l'air vaincue. Elle a accepté les conditions. Nous avons signé l'accord de règlement sur le champ. La médiatrice a servi de témoin, et l'affaire était conclue. Le divorce serait finalisé dans 60 jours, le délai d'attente standard a décès, mais la division des biens était réglée. Je lui ai fait un chèque de $15 000. Elle a signé une renonciation à toute autre réclamation, et nous étions légalement séparés. Alors que nous rassemblions nos affaires, elle s'est arrêtée à la porte et m'a jeté un dernier regard. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé comme si elle essayait de mémoriser mon visage, ou peut-être d'essayer de comprendre comment nous en étions arrivés là. Puis elle est partie. Michael Hargrove m'a serré la main et m'a dit que j'avais géré ça parfaitement, que la plupart des gars dans ma situation auraient cédé à la manipulation émotionnelle. Je l'ai remercié, j'ai payé le solde de ses honoraires et je suis sorti sous le soleil de l'après-midi, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. 60 jours plus tard, j'ai reçu l'email du tribunal. Dissolution finalisée. Mariage légalement terminé. J'étais assis à mon bureau au travail quand c'est arrivé, et j'ai juste fixé l'écran pendant 1 minute. Des années de mariage envolées, réduites à une pièce jointe en PDF. Je l'ai transféré à mon email personnel pour mes archives. Puis je suis retourné au travail. Ce week-end-là, j'ai réaménagé tout l'appartement, déplacé les meubles, acheté de nouveaux draps, accroché de nouveaux cadres. Je voulais que l'espace me ressemble, qu'il soit à moi, pas à nous, pas un musée de quelque chose de mort. J'ai recommencé à courir, une chose que j'avais arrêtée quand nous nous sommes mariés parce qu'elle disait que j'y consacrais trop de temps. J'ai fait un week-end à Portland, juste moi. Pas de plan, pas d'itinéraire. J'ai eu une promotion 3 mois plus tard, le genre pour lequel j'avais beaucoup travaillé mais pour lequel j'étais trop distrait pour m'y engager pleinement. Ma vie a recommencé à m'appartenir, comme si je la vivais au lieu de la jouer. Les gens me demandaient si je voyais quelqu'un, et je répondais, non, pas encore. Que j'avais besoin de temps pour me souvenir de qui j'étais en dehors du fait d'être le mari de quelqu'un. La vérité, c'est qu'elle ne me manquait pas. L'idée de stabilité me manquait, l'idée d'un partenariat, mais elle, spécifiquement, ne me manquait pas, et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir pour être certain d'avoir fait le bon choix. Commentaire, j'ai beaucoup réfléchi à des histoires comme celle-ci ces derniers temps, et une chose me frappe. Quand le respect disparaît, s'accrocher à sa propre dignité devient le choix le plus important que l'on puisse faire. Fixer des limites fermes, ce n'est pas être froid. C'est honorer ce que vous méritez. Je crois que prendre la responsabilité de sa propre paix montre une réelle force. La guérison commence quand on arrête d'attendre que quelqu'un d'autre arrange les choses et qu'on commence à se choisir soi-même. Être d'abord bienveillant avec soi-même permet d'être plus bienveillant avec tout le monde autour de soi. Apprendre à s'éloigner de ce qui ne vous sert plus ouvre la porte à un calme authentique. J'espère que vous prendrez une pause aujourd'hui pour vous demander de quelles limites vous avez besoin dans votre vie. Vous méritez une relation ou une vie qui soit sûre et respectueuse. Merci d'être ici avec moi dans ce voyage. Vous avez tout ce qu'il faut pour construire cette paix pour vous-même. Si vous aimez les histoires, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. On se retrouve dans les prochaines histoires.